La lumière est un sujet qui peut rapidement devenir obscur, alors essayons d'être clairs. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'optique quantique. Avant l'optique quantique, il y a eu l'optique dite maintenant classique, et son histoire remonte au moins à l'Antiquité grecque. Si l'optique était depuis quelques siècles une science de la lumière, ce n'était pas le cas chez les Grecs, où elle était une science de la vision, reposant sur la géométrie et sur l'astronomie, sans interrogation sur la nature de la lumière. L'optique devient une science de la lumière avec les travaux de Johannes Kepler sur les éclipses au XVIIe siècle. C'est donc une impulsion qui vient de l'astronomie. Au début du siècle suivant, Isaac Newton propose une théorie sur la nature de la lumière. En décomposant la lumière avec un prisme, il avance l'idée que la lumière est composée de petits grains. C'est ce qu'on peut appeler le modèle corpusculaire de la lumière. Les petits grains sont des particules discrètes, discontinues, que l'on peut suivre à chaque instant et les localiser. Ce qui fait que l'on peut également définir une trajectoire dans l'espace. Un peu plus tôt, à la fin du XVIIe siècle, aux Pays-Bas, Christian Huygens émettait l'idée que la lumière est en fait une onde, par analogie avec le son. Contrairement au modèle corpusculaire avec lequel celui-ci n'est pas compatible, la lumière ondulatoire voit la lumière comme étant continue. Dans ce cas, il n'y a pas grand sens à dire « l'onde est ici », par exemple, et le concept de position n'est pas bien défini. Cependant, à cette époque, Newton était la figure d'autorité en physique, et sa conception reste majoritairement adoptée. Au début du XIXe siècle, Thomas Young réalise une expérience qui met en évidence le phénomène d'interférence pour la lumière, phénomène propre aux ondes. Dans le même temps, Augustin Fresnel en France fonde la théorie ondulatoire de la lumière. Toujours au XIXe siècle, les travaux théoriques de James Clerk Maxwell au Royaume-Uni et les expériences de Heinrich Hertz en Allemagne confirme le fait que la lumière est une onde électromagnétique. La théorie ondulatoire de la lumière s'impose. Cependant, un effet reste inexplicable avec cette conception, l'effet photoélectrique. Le fait qu'un matériau soumis à de la lumière puisse produire de l'électricité. Une difficulté très importante, puisqu'en 1905, Albert Einstein y apporte une explication. Mais ce faisant, il réintroduit la conception corpusculaire de la lumière, en reprenant l'hypothèse des quantas de Max Planck, mais pour la lumière. Alors, la lumière est-elle une onde ou une particule ? L'expérience des fentes de Young proposée au tout début du XIXe siècle permettait de conclure sur le comportement ondulatoire de la lumière. Cependant, si on fait passer un photon à la fois pendant les premiers instants de l'expérience, nous obtenons des impacts localisés sur un écran. Ici, pas de doute sur le caractère corpusculaire de la lumière. Et si nous laissons l'expérience se dérouler sur un temps long, nous constatons que la somme des impacts sur l'écran reconstitue une figure d'interférence, comme si une onde était passée. La lumière peut donc avoir dans une même expérience un comportement ondulatoire et corpusculaire, ce qui est en contradiction avec les conceptions classiques qui ne considèrent pas que l'on puisse être les deux à la fois. La lumière est en fait un objet quantique régi par des lois qui sont fondamentalement en rupture avec celles de notre monde macroscopique, dont la dualité est une conséquence. Cette rupture s'applique également aux particules chargées qui peuvent avoir un comportement corpusculaire ou ondulatoire. Mais alors, comment comprendre la dualité entre ces deux comportements ? Après tout, nous n'en faisons pas l'expérience quotidienne. La question s'est posée et les réponses constituent ce qu'on appelle communément les interprétations de la physique quantique, dont s'emparent principalement aujourd'hui les philosophes des sciences. Après bientôt 100 ans, il y a toujours des débats autour de l'interprétation quantique. L'affaire n'est pas réglée. La première interprétation, et la plus connue, est celle de Copenhague. Elle porte ce nom car elle est donnée par un groupe de physiciens au Danemark sous la direction de Niels Bohr. Bohr est l'un des pères fondateurs de la théorie quantique, et l'interprétation de Copenhague est aujourd'hui la plus largement partagée par les physiciens. Selon cette interprétation, il faut prendre la dualité comme une manifestation de la complémentarité, un concept majeur de Bohr. Ici, la lumière se manifeste tantôt comme une onde, tantôt comme une particule, et le choix se fait avec les conditions de l'observation. Ici, le rôle de l'observateur n'est pas neutre, il modifie le système en l'observant. Il n'est plus un simple spectateur dans l'expérience, mais devient un acteur à part entière. À noter que les manifestations sont mutuellement exclusives. Si nous voyons la lumière comme une onde, nous ne pouvons pas la voir comme une particule. C'est ce que Bohr appelle la complémentarité. Dans cette interprétation, les manifestations des phénomènes quantiques sont régies par des probabilités, et nous ne pouvons plus parler de trajectoire, un autre aspect de rupture avec la physique classique. En fait, la lumière, ou la matière d'ailleurs, n'est bien sûr ni une onde ni une particule, mais bien un objet quantique. L'interprétation de Copenhague n'est pas la seule, c'est une vision qui a été beaucoup discutée, nourrissant un long débat entre Bohr et Einstein. Une chose est sûre, la physique microscopique est bien différente de celle à notre échelle, même avec un point de vue qui rétablit la causalité, comme avec l'interprétation de Bohm, qui reprend les travaux de Louis de Broglie à contre-courant de l'interprétation de Copenhague.
Bohm propose son interprétation dans les années 1950. Dans ses travaux, la dualité prend un autre visage et renoue avec le concept classique de trajectoire. La théorie quantique redevient causale. La lumière est ici une particule qui est guidée par une onde. C'est la théorie de l'onde pilote. Pour essayer de s'imager cette interprétation, imaginons un surfeur emporté par une vague. Celle-ci le guide, puisqu'il n'aurait pas de trajectoire sans elle, et le surfeur est bien localisé. Selon le point de vue de Copenhague, nous ne verrions que l'un ou l'autre, le surfeur ou la vague, mais jamais les deux en même temps. Bien entendu, ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent à l'échelle quantique, mais cela nous permet de nous faire une représentation de ces phénomènes complexes. À l'époque où Bohm propose sa théorie, l'optique quantique n'existe pas encore. D'ailleurs, beaucoup, surtout aux États-Unis, se contentent du modèle semi-classique. Dans ce modèle, lorsque nous étudions l'interaction entre lumière et matière, seule la matière est traitée de façon quantique. La première est vue au travers du prisme des équations classiques de Maxwell, comme s'il ne s'agissait pas d'un objet quantique. Pour que l'optique quantique fasse son apparition, deux événements sont d'importance capitale. Premièrement, en 1956, deux astronomes britanniques cherchent à mettre au point une nouvelle façon de mesurer le diamètre des étoiles. En testant leur dispositif expérimental, ils découvrent un effet qui porte aujourd'hui leur nom, l'effet Hanbury-Brown et Twiss, avec lequel nous pouvons mesurer la probabilité que deux photons soient émis avec un écart temporel donné. Dans le cas où cette probabilité tombe à zéro pour un écart temporel nul, nous nous assurons que notre source lumineuse émet des photons uniques. Quand la probabilité tend vers 1, deux photons sont émis simultanément et on peut parler de photons intriqués. L'autre événement très important, c'est la création du laser. Le premier laser voit le jour au début des années 1960 et s'appuie sur un effet proposé par Einstein en 1905, l'émission stimulée. Cet effet peut être vu comme une avalanche pour la lumière, où un photon provoque l'émission de nombreux autres avec des caractéristiques similaires à celles du premier. C'est ce qu'on appelle la cohérence. Ces deux événements amènent un physicien américain, Roy Glauber, à développer une théorie de la cohérence quand il cherche à savoir quel serait l'effet Hanbury-Brown et Twiss pour le laser. C'est à ce moment, en 1963, que l'optique quantique voit vraiment le jour. À présent, la lumière est elle aussi traitée comme l'objet quantique qu'elle est. Pour revenir au sujet des photons intriqués, leur mise en œuvre expérimentale a conduit Alain Aspect à recevoir le prix Nobel 2022. Dans cette expérience, il a mesuré les propriétés de deux photons émis en même temps, mais dans deux directions différentes. Deux photons intriqués peuvent former un seul système, et mesurer les propriétés de l'un nous renseigne simultanément sur les propriétés de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Avec l'intrication naît la cryptographie quantique. Contrairement à ce que laisse entendre ce nom, le message n'est pas crypté à l'aide de la mécanique quantique, mais repose sur celle-ci pour faire passer la clé de déchiffrement, à travers des fibres optiques. En mesurant les corrélations de propriétés bien choisies, nous pouvons savoir si la clé a été interceptée ou non, et donc si nous pouvons l'utiliser. Une autre application, c'est la téléportation quantique, dont le nom ouvre la voie à tout un imaginaire qui ne colle pas avec la réalité scientifique de cette application. Nous ne téléportons pas de matière, mais un état du système sous forme d'information. Nous sommes finalement assez loin de la science-fiction. Comment créer des photons intriqués ? Cela se fait habituellement avec un photon unique qui est absorbé par un matériau dit non linéaire qui émet des photons intriqués, dont la somme des énergies est égale à celle de photons uniques initiales. Il est donc important de créer des sources de photons uniques. Le domaine de l'optique quantique est donc un puissant moteur de recherche depuis les années 60, partout dans le monde, y compris à l'INSA de Lyon. Et si certaines applications dont nous avons parlé sont désormais connues, il reste souvent à leur donner vie. Et cela se passe par la conception d'une source de photons unique fiable. Il existe déjà des sources de photons uniques, mais de nouveaux types de sources sont en cours de conception pour répondre aux exigences technologiques et environnementaux. Par exemple, à l'Institut de nanotechnologie de Lyon, en collaboration avec le laboratoire Matériaux, Ingénierie et Sciences, ici à l'INSA, où Christos Yiannatelis cherche dans le cadre de sa thèse à concevoir une source qui ne se sert que du silicium, la base de la majorité des dispositifs de microélectronique. Ce qui motive la thèse de Christos, c'est d'une part de pouvoir facilement intégrer une source de photons unique dans les systèmes à base de silicium déjà existants, par exemple pour les télécommunications ou encore tout l'écosystème de la microélectronique. Un système complet de traitement et de transmission de l'information fabriqué d'un même matériau, ici le silicium, c'est moins d'interfaces et de jonctions à réaliser qui sont technologiquement difficiles et conduisent inévitablement à des pertes énergétiques.
L'autre grande motivation de travailler avec le silicium est que ce dernier est l'un des matériaux les plus abondants sur Terre. Actuellement, les sources de photon uniques utilisent souvent des éléments des groupes 3 et 5 de la table périodique, dont un grand nombre sont polluants ou présentent des problèmes de disponibilité, car ce sont des ressources finies ou coûteuses à extraire. Fabriquer les dispositifs en silicium tout en limitant l'apport d'autres éléments permet donc de diminuer leur impact environnemental. Finalement, nous pouvons être frappés par le fait que les interrogations abstraites, parfois même purement philosophiques, ont mené à des applications bien concrètes, qui ont pu bousculer nos habitudes. Le dialogue entre recherche fondamentale et la société est donc très fertile. Vous l'aurez compris, il reste bien des choses à découvrir et à questionner. La recherche sur la nature de la lumière n'est pas récente, elle n'a pas fini d'offrir des nouvelles pistes, des nouvelles voies pour la science et ses applications. Il ne faut donc pas hésiter à venir voir la lumière de plus près et en prendre plein les yeux.